Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous continuons notre série politique et présidentielle. Nous avions fait une vidéo avec Monsieur Poisson sur Éric Zemmour, une vidéo avec Monsieur Desage sur Jean-Luc Mélenchon. Je vous mets les liens, vous n'hésiterez pas de les voir pour vous faire votre propre opinion. Aujourd'hui, j'ai avec moi, qui me fait l'honneur de pouvoir l'interviewer, Monsieur Philippe Gosselin, député de la Manche et qui est dans le staff de campagne de Madame Pécresse. Je vais le laisser se présenter dans quelques instants, mais avant d'y aller, je réexplique brièvement l'idée de ces vidéos. Donc, j'ai contacté les différentes agences des différents candidats, en tout cas ceux qui étaient dans les 10% ou plus, Monsieur Macron, Madame Pécresse, Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, Monsieur Mélenchon. N'ayons peur de rien, comme on dit, c'est au culot qu'on fait avancer les choses, donc on les contacte. L'idée est la suivante, les chrétiens ont des questions particulières quand il s'agit de politique, des questions que l'on aimerait poser et que les médias parfois ne posent pas. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de questions de politique, d'extérieur, il n'y aura pas de questions d'économie ou de politique intérieure. On ne parlera pas non plus de la guerre en Ukraine parce que ce n'est tout simplement pas le but de cette vidéo et que c'est pas mon domaine d'expertise, mais on posera des questions plus spécifiquement religieuses et qui intéressent l'électorat chrétien. Donc j'avais posté une story Insta pour demander à ma petite communauté les questions que vous aimeriez que l'on pose. Je les ai condensées, je les ai données par écrit aux différents porte-paroles et ça vous montre qu'il faut d'ailleurs aussi pas hésiter à nous rejoindre sur Insta. Là-bas aussi il se passe des choses, on est bientôt à 10 000 abonnés. Allez-y, venez nous rejoindre, voilà aussi pour ma pub. Parlons maintenant politique. Alors, je le redis pour que les choses soient bien claires. Il ne s'agit pas de faire la promotion d'un candidat. L'Église n'est pas là pour donner son avis, si tant est qu'elle en est un. Ni moi d'ailleurs, je ne donnerai pas mon avis. Je suis d'ailleurs toujours pas sûr de le connaître. Il s'agit de s'informer et ça, c'est important. Un bon vote, c'est un vote qui est informé. En tout cas, c'est suffisamment important pour que ça justifie des vidéos, en espérant que nous arrivions à faire toute la série. Et maintenant, on y va. Je parle trop. Monsieur Gosselin, à vous la parole. Première question. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter et de nous dire pourquoi vous soutenez la candidature de Madame Pécresse ? Oui, évidemment. D'abord, merci de me consacrer, mais surtout à la candidate que je représente, de consacrer un peu de temps. Je salue celles et ceux qui nous écoutent et qui légitimement ont envie d'en connaître un peu plus sur la candidate. Tout en précisant que l'exercice n'est pas si simple. Ce n'est pas la première fois que je parle pour elle, en proposant et en développant un certain nombre de ses projets. Mais là, on touche quand même le domaine de l'intime, des convictions profondes. Et donc, je vais essayer de me plier à cet exercice, après en avoir parlé avec Valérie Pécresse, après avoir aussi repris quelques éléments que l'on pouvait retrouver et qui étaient publics dans certaines de ses interventions. Mais on touche à l'intime. C'est pas si simple, mais voilà. Je vais essayer de me plier à l'exercice et de bonne grâce dans tous les sens du terme. Donc moi, je suis député de la Manche, Philippe Gosselin, depuis 3 mandats. J'ai été élu en 2007. Je suis d'abord élu local depuis quelques longues années. J'ai été maire 22 ans de ma petite commune. Je suis passé chez les oratoriens à l'Institut d'Agneau à Saint-Lô, et je le précise aussi, catholique pratiquant. Je ne porte pas nécessairement la bannière dans mon combat politique au quotidien et systématiquement, parce que je considère aussi qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, et qu'il ne faut pas non plus mélanger les genres. Mais voilà, j'affirme aussi ces convictions, cette foi, et je vais essayer donc en tant que porte-parole sur cette question et sur ces questions de la famille plus largement de Valérie Pécresse d'apporter quelques éclairages. En tout cas, et pour répondre à la deuxième partie de votre première question, je la soutiens depuis le début parce que j'estime justement que c'est quelqu'un qui a des convictions. Je sais que ça a parfois été un peu moqué, on lui a reproché certaines prises de position, et je pourrais aussi m'en expliquer, mais c'est pour moi quelqu'un de pugnace, de déterminé, qui a du dynamisme, qui a su aussi faire la démonstration de ce qu'elle était capable de faire d'abord au gouvernement, il y a quelques années maintenant, quand elle était à Bercy, mais aussi aux universités tout d'abord, et puis depuis 2015, en tant que présidente de la région Île-de-France,
même si gérer une grande région, c'est pas assumer des responsabilités nationales en tant que telles. Quand on a une région comme l'Île-de-France qui fait 12 millions d'habitants et qui est grand comme à peu près la Bavière, ce n'est pas rien, évidemment. Donc un engagement dans la fidélité et la loyauté. Alors, je me permets juste de rajouter que vous me disiez hors antenne que vous étiez chargé des affaires familiales dans le staff de Madame Pécresse. Tout à fait. Deuxième question. Quel est le rapport de Madame Pécresse à la religion et en particulier à la religion chrétienne ? Alors d'abord, Valérie Pécresse ne s'en cache pas. Elle est chrétienne, bien sûr. Elle est baptisée, bien sûr. Et elle se reconnaît pleinement comme catholique. Je crois qu'il n'y a aucune difficulté. Elle l'a dit à plusieurs reprises. Maintenant, elle considère aussi que c'est une question, et là on fait tomber un petit peu le mur. Elle considère aussi que c'est une question assez personnelle qui est à la fois faite de conviction. Elle évoque aussi une notion d'héritage. Alors là, c'est une approche sans doute un peu plus collective et qui concerne peut-être à la fois des aspects peut-être plus culturels que uniquement cultuels, mais c'est important. Donc catholique considère qu'il y a une part d'intimité, mais elle est sensible, Valérie Pécresse, au message d'amour de la religion catholique ou du christianisme en général. Alors on peut parler de Jésus, elle le fait de temps en temps, on peut parler du Christ aussi. En tout cas, elle est sensible à ce message qu'elle considère comme un message qui porte une forme d'universalité. Je crois que c'est important de le rappeler, qui porte aussi quelque chose de très intérieur. Et elle évoque parfois, elle l'a fait d'ailleurs avec Famille chrétienne, le magazine, l'hebdo, elle évoque quelques éléments particulièrement symboliques. Elle pense, elle l'a cité, un très beau geste qui est le lavement des pieds. Alors, on arrive dans cette période, finalement, Pascal ou pré-Pascal, où tout cela va avoir peut-être un peu plus de sens. Et ce qu'elle met en avant dans ce message d'amour, c'est aussi le respect des plus faibles et peut-être aussi cette notion de dignité. Il n'y a pas de maître. Il n'y a pas, en tant que tête, d'esclavage ou d'esclave. Et c'est aussi cette supériorité qui est là dans le service. Et c'est ce qu'elle met aussi en avant, cette notion de service, d'ouverture aux autres. Donc si je résume un petit peu tout ça, et c'est très compliqué encore une fois de s'exprimer sur la foi et les convictions profondes de quelqu'un, et je le fais avec précaution. Elle est catholique, elle se reconnaît comme telle, elle s'affirme comme telle, même si elle considère que la société est laïque, et c'est vrai peut-être avec un regard français qui n'a pas les mêmes conséquences dans d'autres États, un catholicisme qui est celui d'un Dieu d'amour et qui appelle le sens du service. Voilà, si je peux résumer un peu, et sans doute maladroitement, ses convictions, sa sensibilité profonde, et en considérant, pour achever ce petit résumé ou cette synthèse, que c'est ce qui nourrit aussi une force intérieure. Voilà. Écoutez, je trouve que c'est un beau message en réalité. Alors, question de société. Un thème important pour les chrétiens est le respect de la vie, de ses commencements à ses fins. Légalisation de la GPA, allongement du délai d'avortement, possible débat autour de l'euthanasie. Donc ça, c'est les questions délicates. Alors, il y en a beaucoup. Probablement qu'on n'aura pas le temps de tout dire, de tout voir, donc ce sera vous qui choisirez. Mais si on pouvait avoir une position en gros commune sur ces questions de société, quelle serait la position de Madame Pécresse ? On peut reprendre vos différents items. Alors, il y avait la GPA, le délai d'avortement et le débat autour de l'euthanasie.
Très clair. À chaque fois, c'est aussi le respect de l'homme qui est à mettre en avant, une notion de dignité. Ainsi, pour la GPA, il n'y a aucun doute, Valérie Pécresse est absolument opposée à la GPA. C'est non à la marchandisation des corps, c'est non au trafic, aux rémunérations, ce qui veut dire que dans tous les cas, il ne peut pas y avoir de reconnaissance, même de GPA, que certains qualifient d'éthique. Par définition, pour elle, la GPA ne peut pas être éthique. Elle est une forme de marchandisation des corps. Et vous voyez les dérives auxquelles on assiste. Et je ne parlerai pas du conflit en Ukraine, vous l'avez dit dans votre propos introductif, c'est trop l'actualité et on le voit par ailleurs. Mais on a quand même des choses qui sont choquantes aujourd'hui de ces bébés qui sont en Ukraine, bloqués parce qu'on a fait croire à leur mère, qui d'ailleurs peut-être pour certaines ont été dans une espèce d'obligation alimentaire de se vendre. Et donc, on arrive à toutes ces dérives et ce n'est pas acceptable. Il n'y a aucun doute pour elle là-dessus. Elle le dit, elle le martèle, elle le répète. En ce qui concerne l'IVG, elle a eu l'occasion il y a quelques semaines de se prononcer, de redire son intime conviction, comme d'ailleurs je l'ai fait moi aussi en séance à l'Assemblée nationale, et en dénonçant quand même le fait que dans les dernières heures des derniers travaux parlementaires, le gouvernement a accepté de faire voter un texte sur l'allongement du délai de l'IVG en le passant de 12 à 14 semaines, malgré des oppositions fortes, diverses et variées. Et Valérie Pécresse considère que c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant, que ça ne résout pas les questions de toute façon que certains tentent de régler et qu'il n'y a aucune évaluation par ailleurs qui est faite d'un certain nombre d'expérimentations sur un meilleur accueil, une meilleure information qui devait être faite. Enfin, bref, c'est une fuite en avant. Là aussi, c'est clair. En revanche, là aussi, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, elle ne remet pas en cause la loi, le droit à l'avortement qui existe en France. Voilà, c'est clair, mais ce qui est proposé aujourd'hui ne va pas dans un sens favorable. Et puis, concernant la fin de vie, le suicide assisté, l'euthanasie, là aussi très clair, elle a eu l'occasion de le dire et je le redis, elle considère qu'aujourd'hui, même si certains ont une approche parfois un peu plus mitigée, que la loi Leonetti-Claes, qui a suivi la loi Leonetti, suffit largement à répondre à un certain nombre d'interrogations. Bien sûr, un certain nombre de chrétiens, de catholiques trouvent que ça va trop loin, d'autres trouvent que ça ne va pas assez loin, mais à ce stade, ça suffit largement. Et surtout, pour elle, ce qu'il fait défaut, et je partage totalement, c'est un vrai plan effectif, efficace de soins palliatifs. On a un déficit criant malgré quelques rattrapages ces dernières années. Elle veut faire des soins palliatifs une des grandes causes de son quinquennat. On a une répartition d'ailleurs très inégale sur l'ensemble du territoire. Je vais évoquer la Normandie. La Manche, mon département, est un département où on manque de lits pour les soins palliatifs. Et on sait très bien que quand la souffrance est encadrée, quand la souffrance est accompagnée, alors, sans que ça ne résolve tout à 100%, on est bien d'accord, mais alors la demande de létale est beaucoup moins forte parce que ce qui angoisse les gens, c'est aussi de souffrir. Ça, on peut le comprendre, mais on doit y répondre avec de l'empathie, avec de l'écoute. Et cette écoute, c'est pas nécessairement laisser chacun avec sa propre souffrance et sa propre volonté de partir plus vite. Donc, c'est très clair sur ces trois sujets, me semble-t-il. Nouvelle question qui revient très régulièrement chez les chrétiens. Une certaine inquiétude sur les actes antireligieux, sur les actes antichrétiens en France. Alors, en 2019, j'avais 1052 actes antichrétiens, je n'ai pas les chiffres pour les nouvelles années, ce qui fait du christianisme la première religion maltraitée en France. Est-ce que c'est quelque chose que votre candidate porte ? Oui, c'est quelque chose qu'elle porte, elle y prête attention.
Mais pour être complet, je dois dire qu'elle prête attention aussi à tous les actes anti-religion. On a des synagogues qui ont aussi été maltraitées, attaquées, taguées. On a aussi un certain nombre de mosquées qui se trouvent aussi dans la même situation. Et en disant cela, je ne cherche pas à mettre nécessairement tout sur un même pied, mais c'est important de rappeler aussi qu'on a en France un mouvement contestataire, anti-religion, au pluriel, assez fort, et il faut le dénoncer. Plus spécifiquement en ce qui concerne les églises, c'est une préoccupation et elle souhaite que dans les attributions du ministère de l'Intérieur et actuelles et futures, il y ait davantage la prise en compte de ces éléments, alors qui parfois, il faut aussi le dire, ne sont pas nécessairement des éléments entre guillemets terroristes ou laïcards. On a qui seraient assumés et très militants. Il faut aussi rappeler, moi je l'ai vu chez moi en Normandie, dans d'autres départements, qu'on a aussi parfois quelques fêlés qui s'attaquent à des fonds baptismaux ou d'autres pour des messes noires s'attaquer au tabernacle. Et il ne faut pas nécessairement y voir une démarche de la société ou de certains qui voudraient détruire l'Église catholique ou les églises ou les temples. Enfin, il faut aussi rappeler ça. Ça n'excuse rien, mais il faut pas nécessairement dans chaque agression voir un acte anti-catholique, évidemment. Mais c'est important de non seulement les dénoncer, c'est important aussi que des plaintes soient déposées et que la justice passe et que l'État soit très vigilant en ce qui concerne ces actes-là. Alors, quand je dis vigilant, ça veut dire aussi poursuivre et punir, le cas échéant, bien sûr. Nouvelle question. Je cite le pape dans Fratelli Tutti, sa dernière encyclique à propos de la migration. Citation, « Je comprends que face aux migrants, certaines personnes aient des doutes et éprouvent de la peur. Je considère que cela fait partie de l'instinct naturel de légitime défense. Mais il est également vrai qu'une personne et un peuple ne sont féconds que s'ils savent de manière créative s'ouvrir aux autres. J'invite, dit le pape, à dépasser ces réactions primaires. » Comment réagissez-vous face à ce propos du pape ? Écoutez, d'abord, quand le pape dit quelque chose, on l'écoute et avec attention. Et je dirais que le pape, naturellement, est dans son rôle de chef de l'Église, mais aussi de la tolérance et de l'ouverture. Valérie Pécresse pense fondamentalement que les États ne peuvent pas se recroqueviller sur eux-mêmes, parce qu'il y a les effets des interdépendances, de la mondialisation, et qu'il y a évidemment des mouvements aussi de migration. Ce qu'elle propose, ce n'est pas de mettre aujourd'hui tous ceux qui seraient arrivés en France depuis quelques générations ou plus récemment à la porte. Ça n'aurait pas de sens. On ne va pas renvoyer chez eux des millions, parfois de nos compatriotes, parfois de gens qui sont aussi intégrés dans la société. Elle n'a pas une vision idéaliste qui serait naïve. On a aussi des gens très bien qui sont là, qui sont intégrés et qui demandent simplement à rester tranquillement, à pouvoir travailler. Maintenant, c'est aussi des gens, parfois des citoyens, qui doivent respecter les lois de la République, les us et coutumes. Voilà ce qu'elle rappelle. Il y a une forme d'acculturation. On ne peut pas débarquer dans un pays sans en accepter les règles. Voilà ce qu'elle dit, qu'il y a un pacte, en quelque sorte, qui doit être respecté. C'est aussi pour ça que c'est à la fois une politique d'accueil qu'elle propose et une politique de responsabilité d'accueil en n'empêchant pas des étrangers d'arriver en France, y compris en situation, bien sûr, de besoins économiques. La France a aussi, elle le rappelle, une tradition d'accueil, d'asile qu'il faut savoir conserver. Mais ça doit se concilier avec nos règles, avec les lois de la République
et aussi avec un certain choix. Voilà pourquoi elle propose notamment de réviser la Constitution pour qu'il puisse y avoir des quotas qui seraient votés annuellement par le Parlement et qui permettraient davantage d'ouvrir à telle ou telle population, à tel ou tel besoin aussi de nos propres entreprises, afin que des besoins de migrants et aussi les nôtres puissent être davantage en conciliation. Évidemment, tout ça ne vaut que partiellement face à des situations, et elle le rappelle, qui seraient dramatiques, particulières, et on le voit évidemment en ce moment avec l'Ukraine. La France doit rester aussi une terre d'accueil pour les persécutés. On évoquait le sort des chrétiens en France. Je rappelle aussi qu'on a un certain nombre de chrétiens qui sont persécutés comme d'autres populations ou d'autres confessions dans le monde et que c'est aussi l'honneur de la France que de pouvoir les accueillir. Donc méfions-nous du 1 ou 2, d'une approche extrêmement binaire. La sienne est élaborée, tempérée. C'est une maîtrise de l'immigration, une maîtrise de l'accueil, mais ce n'est pas le refus de l'autre. On reste avec le pape. Le best-seller du pape, c'est sans conteste Laudato Si, une encyclique qui parle d'écologie et qui fait écho aux préoccupations des chrétiens, mais pas seulement des chrétiens, pour garder ce qu'on appelle la maison commune. La nature vue comme une création. Alors, je sais aussi que c'est quelque chose qui rencontre un grand écho chez les chrétiens. Est-ce que vous pouvez nous parler du programme en matière d'écologie de Madame Pécresse ? Oui, bien sûr, quelques mots. Alors d'abord, en rappelant quand même l'antériorité de la droite en matière d'environnement et d'écologie. Vous allez me trouver un peu gros sabot, mais à écouter certains, ils ont inventé, conceptualisé les questions environnementales ou d'écologie. Bon, pas du tout. On rappellera que sous Pompidou et Giscard, au début de son septennat, on a eu la création d'un ministère de l'Environnement. Le Normand que je suis rappellera que Michel Dornano, ça devient historique, en a été un des titulaires. Il a ensuite été président du Conseil général à l'époque du Calvados, ministre. C'est aussi Chirac qui a eu un grand discours, enfin quand même, je ne peux que le rappeler, la maison brûle et nous regardons ailleurs, ce fameux discours à l'ONU. C'est aussi Nicolas Sarkozy et le Grenelle de l'environnement avec Borloo. Donc on n'a pas de leçon à recevoir de certains. Et on a, je dirais, en tant que chrétien aussi, peut-être une forme d'antériorité. On est nombreux à considérer qu'on n'est pas propriétaire finalement du monde qui nous entoure, mais on en est un peu dépositaire. Donc effectivement, dans la doctrine de l'Église, y compris d'ailleurs dans la doctrine sociale, pour un certain nombre d'éléments, il y a matière à réflexion et à travail. Valérie Pécresse, elle considère qu'on doit avoir une écologie des solutions, une écologie des résultats, une écologie qui ne soit pas punitive, une écologie de l'espoir. Alors vous allez dire que tout ça sont des grands mots, mais elle considère que notre système économique peut être et doit être au service aussi du réchauffement climatique, bien sûr de la lutte contre le réchauffement climatique, d'une consommation minimale, raisonnée des richesses, de l'énergie. On le voit encore plus aujourd'hui, bien sûr, et ça l'amène à des propositions concernant le zéro carbone à horizon 2050 et peut-être même un peu avant, à promouvoir davantage, à mettre en avant davantage l'économie circulaire, à stopper le développement des produits chimiques. Mais parfois, ça peut heurter tout cela certains écologistes qui ont quelques œillères. Quand on veut une énergie décarbonée, on peut mettre en avant l'éolien, l'hydrolien, on peut mettre en avant évidemment le photovoltaïque, mais ça ne suffit pas. Et donc, une autre source d'énergie peut-être compliquée, mais qui n'a pas de carbone, c'est le nucléaire. Donc, elle est aussi pour le développement du nucléaire. Et vous voyez bien que ce qui avait une résonance il y a quelques mois dans son programme, dans le projet que Valérie Pécresse porte, a une résonance toute singulière aujourd'hui, alors que des États comme les nôtres, mais encore un peu plus en Italie, en Allemagne et ailleurs, doivent éventuellement couper les approvisionnements en hydrocarbures venant de Russie, et en particulier à propos du gaz.
Donc si on n'a pas d'énergie qui peuvent compenser, comme c'est le cas en France, on est à genoux, nous aussi. Et ce n'est pas en ayant des pays à genoux, une Europe à genoux, qu'on pourra être aussi dans la défense d'un certain nombre de valeurs, de peuples, comme on doit aussi le faire, sans compter les propres besoins dans notre propre économie. Donc voilà, c'est une écologie positive, des solutions qui ne passent pas par la décroissance, ça c'est clair. Peut-être une autre forme de croissance, oui, bien sûr, mais il n'y a rien qui va promouvoir la décroissance économique, la décroissance démographique. Elle est au contraire, elle, pour une politique de natalité en France, parce que depuis 10 ans, c'est 10% en moins de bébés des familles qui ont plus de mal à accueillir leurs enfants. Ce n'est pas le sujet, ça, de l'environnement, mais c'est aussi l'occasion de le rappeler parce qu'elle porte, et je le fais à ses côtés aussi, ces questions de famille comme point vraiment d'équilibre et un des piliers de notre société. Alors j'étais en train d'oublier cette question. Dernière question. Pourquoi un chrétien pourrait ou devrait voter pour Madame Pécresse selon vous? Alors écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'imbrication absolue entre les convictions religieuses et tel ou tel vote. C'est vrai que c'est plus complexe que cela et personne n'est propriétaire de ces votes. Mais moi, je pense qu'un chrétien peut se retrouver dans la religion qui est aussi pratiquée par son candidat ou sa candidate. Je crois qu'un chrétien peut se retrouver finalement aussi dans un projet et dans un certain nombre de valeurs. Quand on parle de la famille, encore une fois, Valérie Pécresse met des éléments en avant que beaucoup d'autres candidats ne mettent pas en avant ou n'ont pas de conviction. Quand on parle de respect, de dignité, de non-marchandisation des corps, je suis désolé, elle est pratiquement la seule à le dire. Quand on réévoque les parents premiers éducateurs de leurs enfants, c'est aussi quelque chose de singulier et qui rejoint les préoccupations d'un certain nombre d'établissements confessionnels. Mais je n'oublie pas que nous sommes dans une république, et elle ne l'oublie pas, laïque, où on ne peut pas non plus mettre en avant ses convictions religieuses quand on est chef de l'État. Ça peut être un petit peu compliqué. Mais en revanche, si on ne met pas en avant ses convictions religieuses, ça ne serait pas correct, ce n'est pas conforme sans doute à la vision de la République en France. Un certain nombre de projets peuvent aller en harmonie avec ses convictions. Et quand on est contre la GPA, quand on est contre l'euthanasie, quand on est contre le suicide assisté, je pense que d'une certaine façon, on est fidèle non seulement à des engagements peut-être personnels, mais aussi à une certaine conception, une certaine approche de la société. Et je crois que Valérie Pécresse est porteuse de tout ça. C'est rare de pouvoir le dire parce que c'est malheureusement un sujet qui n'intéresse pas en ce moment. Il n'y a pas grand-chose d'audible d'ailleurs. Et on reproche parfois aux candidats, justement, c'est le paradoxe, ou de ne pas avoir de conviction, ou quand ils en ont, de trop les mettre en avant et de ne pas être assez éthéré ou hors sol. Or, il faut être bien dans son territoire, bien en phase aussi avec nos concitoyens. Un grand merci, Monsieur Gosselin, pour toutes vos réponses. On arrive à la fin de l'interview. Donc maintenant, vous avez pu voir les questions que je pose au nom de ma petite communauté chrétienne sur Insta et qui me suit sur YouTube. Si vous ne connaissez pas, je le redis, venez nous voir sur Insta. Vous avez pu voir aussi que je n'ai pas voulu réagir ni donner mon avis, même si je ne suis pas insensible à l'exemple du Christ qui lave les pieds de ses disciples, que c'est vrai comme métaphore du pouvoir politique, je consonne avec ça. Mais je ne suis pas là, et je le redis, pour faire la promotion de qui que ce soit. Je le dis pour vous éviter la peine perdue d'aller vous plaindre à mes supérieurs, pour ceux qui aiment bien râler. C'est bien qu'on puisse avoir l'avis des candidats ou de leur porte-parole, c'est très important pour nous, pour la présidentielle, pour avoir un vote éclairé. Donc j'espère qu'on pourra finir la série. J'ai maintenant presque bon espoir, on verra. Un grand merci à tous ceux qui nous regardent. Vous mettez un pouce bleu avant de partir et, comme nous le disons sur cette chaîne, l'amour vaincra. Merci, cher frère Paul-Adrien. Merci du temps consacré et de votre écoute. Et je remercie celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent aussi.